cette deuxième période, c'est un cours sur les systèmes distribués. Donc, c'est un cours qui fait partie du module I29 et je coordonne ce module et il y a deux enseignants pour ce cours. Donc, il y a Monsieur Slimane Bahi et moi-même. Alors, pour cette première partie de non présentiel, on a décidé d'un commun accord avec Monsieur Bay. Alors, on va pas faire probablement pas exactement comme on l'a fait au moment de la compilation, mais bon, on essaiera en tout cas de s'en rapprocher. Donc, Monsieur Bay, il n'est pas là avec nous, mais il pourra nous rejoindre de temps en temps quand son planning lui permet de le faire, donc pour enrichir le cours. Sinon, dans la deuxième partie en présentiel, ben, en fait, vous serez séparés donc en deux groupes, puisque on espère, en tout cas, je l'espère vivement, que on sera tous en bonne santé pour pouvoir faire du présentiel. Il y a 5 semaines, je crois, en présentiel, quelque chose de ce genre, à la fin de l'année, il me semble. C'est ça, c'est 5 semaines, vous me confirmez? En tout cas, c'est pas important, mais il y a quelques semaines en présentiel qu'on va, Inch'Allah, pouvoir, en tout cas, se faire en présentiel si tout va bien. Donc, alors, il s'agit de 14 semaines de cours, donc des séances de 2 heures le mercredi de 10 heures à midi sur Moodle. Alors, je vous ai envoyé un message. J'ai pas vérifié, mais normalement, je suppose que vous êtes rentré sur Moodle, que vous avez vu toute la documentation que je vous ai fournie. Alors, il y a des livres, il y a la première partie du support de cours. Alors, pour le support de cours, je ne ferai pas comme compilation. Ça a été là encore d'un commun accord avec Monsieur Bay. Euh, et donc, si vous voulez, au fur et à mesure, on vous donnera, je vous donnerai des parties. Alors, pour l'évaluation, ben, en fait, il y aura bien entendu la note d'examen. On vous donnera des travaux à faire. Alors, ce sera sous forme de projet, sous forme d'articles à lire et fiches de lecture à réaliser. On détaillera ça au moment venu. Ben, vous aurez des bonus comme vous avez l'habitude maintenant pour les questions en classe, pour la participation, pour votre présence. Et puis, bon, il y a un malus pour trop d'absence. Alors, quels sont les objectifs de ce cours? On va dire, il y a plusieurs objectifs. Euh, et le premier objectif, bah, c'est de comprendre ce que c'est qu'un système distribué. C'est comprendre les caractéristiques et les différences qui existent entre un système distribué et un système à mémoire partagée. En fait, un système à mémoire qui n'a pas de mémoire partagée et un système qui a, en tout cas, qui fonctionne avec la mémoire partagée. On parlera, en tout cas, il s'agit aussi pour vous de connaître l'ensemble des défis. Vous allez voir qu'il y en a un bon petit paquet de défis. Alors, tout n'est pas solutionné aujourd'hui. Certains éléments ont des solutions bien développées, puis d'autres, on va dire, à moitié. Et la recherche continue dans ces domaines-là. Il y a quelque chose aussi de très important, en tout cas qui m'apporte personnellement, c'est pour vous de comprendre ce que c'est qu'un algorithme distribué. Vous êtes à l'aise avec les algorithmes, donc les algorithmes que vous écrivez pour vos en fait, systèmes centralisés. Et l'idée, c'est de voir comment en fait on peut écrire des algorithmes distribués. Alors, il y aura un cours beaucoup plus détaillé en S5 sur les algorithmes distribués, mais ici, il s'agit en fait de comprendre la particularité d'un algorithme distribué, puis on vous donnera quelques exemples. Alors, il s'agit aussi dans ce cours, en tout cas un des objectifs majeurs de ce cours, c'est de comprendre les différents aspects d'un système distribué à travers les modèles, à travers les types, à travers les modes de communication et aussi l'architecture. Alors, on parlera d'architecture client-serveur, on parlera d'architecture peer-to-peer et ainsi de suite.
On va par la suite faire un petit zoom sur le rôle d'un middleware. Alors le middleware, c'est un composant qui est très important pour la communication. Et on a un deuxième cours ensemble qui va démarrer à partir de la 8e semaine, en fait, bon, la semaine 8 de la deuxième partie, qui est le cours qui s'appelle Environnement réparti objet. Et dans ce cours-là, on fait un zoom sur un middleware bien particulier, un peu la norme en fait. C'est plus la norme qu'un middleware précis, mais en tout cas après, on fait pour les TP, on prend des exemples de middleware. Il s'agit donc ici aussi de comprendre et de connaître et de comprendre le problème du temps dans un système distribué. Alors on verra pourquoi est-ce que le temps pose problème dans un système distribué. On verra aussi les différentes organisations en cluster, en gris. Alors vous avez certainement entendu parler, parce que ça fait quand même un peu de buzz, du centre, du data center qui a été installé à l'université Mohamed VI à Bengay. Voilà, je cherchais le nom de la ville. Vous en avez certainement entendu parler. Alors, je crois que c'est le plus grand data center aujourd'hui de l'Afrique. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Et là, ben, en fait, il y a effectivement, quand on parle de data center, on parle d'organisation. Et là, on parlera aussi, on regardera cet aspect-là des choses. Et puis, la dernière chose qui nous importe dans ce cours, bah, c'est que vous soyez capable, et ça sera à travers des études de cas. On vous demandera de proposer des études de cas, la deuxième partie de ce cours, pour présenter un exemple de système distribué. Donc l'idée, c'est que vous soyez capable d'imaginer une étude de cas, d'effectuer des choix d'architecture en fonction des besoins du problème que vous aurez à, en fait, à supposer ou à imaginer. Voilà. Donc un peu, c'est l'ensemble des objectifs que l'on vise à travers ce cours. Alors, vous voyez que c'est en fait je dirais, une grande initiation au domaine du système distribué. Alors, je dis bien initiation parce que le système distribué, c'est un énorme pavé en informatique. C'est quelque chose qui bouge énormément en ce moment. Depuis quelques années et encore plus en ce moment avec des besoins tels qu'on va le voir un peu plus tard, des besoins de plus en plus accrus en puissance de calcul, mais aussi en puissance de stockage. Alors, en bibliographie, ben, j'ai déjà déposé des choses sur Moodle. J'ai déposé des livres, j'ai déposé mon support de cours, et au fur et à mesure, je pourrais déposer autre chose. Je pourrais d'ailleurs déposer aussi ce cours-là. Alors, mon cours, il est pas mal inspiré des slides de Martin Van Steen, qui a écrit un bouquin, donc qui a écrit ce bouquin-là. Alors, ce que j'ai pas, je crois que je n'ai pas fait la mise à jour ici. Non, je ne l'ai pas faite. Alors, il y a aujourd'hui une nouvelle version de ce livre, et je l'ai partagé avec vous dans l'espace Moodle. Celui-ci, je ne l'ai pas fait. J'ai pas, il me semble que je ne l'ai pas partagé, je ne sais plus. Si, je l'ai partagé aussi. Donc là, on a une version 2011, c'est la dernière que nous avons. Alors, il y a énormément de choses, il y a énormément de papiers, énormément de livres qui parlent du système distribué, mais en fait, chacun va parler des systèmes distribués, on va dire, en se concentrant sur une facette bien particulière. Euh, alors, pour la base, pour les concepts et les paradigmes, moi je trouve que ces deux-là, donc le 2 et le 3 sont les meilleurs. En tout cas, ils conviennent très bien au parcours qu'on est en train de voir ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé mon... Enfin, voilà. Alors, le planning, bon, on a un petit décalage d'une semaine, puisque la dernière fois, vous étiez enfin, vous étiez en vaccination, du coup, on n'a pas pu démarrer aujourd'hui. Du coup, il faudra, alors je ne l'ai pas fait, il faudra translater toutes les dates. Et si il me semble que probablement
le 17 mars, vous allez encore être en vaccination, donc il est probable que cette séance saute. En tout cas, on verra comment les choses vont fonctionner. Alors, du coup, globalement, voilà ce que je prévois qu'on voit ensemble pendant cette année. En tout cas, ce que Monsieur Bain et moi avons décidé. Donc là, on va avoir une grosse introduction qui va s'étaler sur quasiment 2 semaines. On va la commencer aujourd'hui, on terminera la semaine d'après. Ensuite, on parlera des motivations et des défis. Ça devrait prendre une séance. Par la suite, on va parler des modèles et des types. Alors, des types de systèmes. Et donc, on parlera également des modes de communication. Et à l'intérieur des modes de communication, ben, en fait, on trouvera les middleware. Ici, on veut parler de quelque chose d'assez particulier, les HPC et Slurm. Alors, Slurm, c'est quelque chose de très, très récent qui vient de sortir. Les HPC, c'est le High Performance Computing. Et là, en fait, on va certainement, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, on va avoir un invité qui viendra nous parler de ces choses-là. Alors, après, on parlera d'architecture. On consacrera une séance pour l'architecture peer-to-peer qui nous semble intéressante. Alors après, on aura une pause. Et à partir du 5 mai, là, on sera en présentiel. Donc voilà, je pense que c'était bien 5 semaines, je crois que c'était ça. On parlera du temps. En fait, sur ces 5 semaines, il y a bien une semaine qui va encore sauter avec les rides. Et après, bah, en fait, on aura 2 séances sur l'organisation en cluster et en grille, et on finira par l'examen. Donc voilà le plan prévisionnel. Donc j'ai ajouté le mot prévisionnel parce que j'ai vu que ça bougeait pas mal. On verra comment les choses vont fonctionner. Alors, avant de commencer à rentrer dans les détails du cours, est-ce que vous avez des questions, des interrogations à propos de ce cours? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir? Donc, si c'est le cas, vous me posez vos questions, vous allumez votre micro et je vous écoute. Non, pas de questions? Tout va bien jusque-là? Ok, donc si vous n'avez pas de questions, j'ai rien vu sur le chat, je ne vois personne parler, donc on continue. Alors, on va démarrer par des questionnements. Alors, c'est les termes que vous voyez en face de vous, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous écoute. C'est quoi un système monolithique? Donc, NS dit les types de réseaux. Vous pouvez allumer votre micro et parler, je pense que c'est mieux. Je repose ma question. Alors, c'est quoi un système monolithique? Riyad Affer, tu peux me dire ce que tu penses de ce que c'est qu'un système monolithique? D'affaires? Euh, oui, madame, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Alors, Une, en et fait, une application monolithique non plus? Là, la question, je la pose pas uniquement à Yahya, je la pose à tout le monde. C'est-à-dire en informatique, le mot, vous l'avez jamais entendu. Une application qui traite programme par programme? Non. En fait, un système monolithique, c'est comme vous l'avez, comme Sted l'a dit, ou en tout cas, s'inspirer de la définition de. Oui, il y a les architectures monolithiques versus microservices. C'est-à-dire, c'est en fait c'est un bloc, c'est une application en bloc, il n'y a pas de module. Alors, on vous a appris que c'est bien de faire des applications modulaires. Et donc, effectivement, une application monolithique, c'est un programme qui est en fait compact, si vous voulez,
Et donc, il n'y a pas de modularité. Et donc, soit tout va bien, soit rien ne va. Euh, alors ça, voilà, il y a une rigidité tout à fait. Alors, un système centralisé, qu'est-ce que c'est qu'un système centralisé? Oui, je vais enregistrer la séance. Ok, pardon, j'y ai pas pensé. Enfin, je l'ai oublié. Voilà, c'est fait, je lance. Donc, je disais, un système centralisé, c'est quoi? Tout à fait, oui, Mehdi. Donc, un ensemble de ressources informatiques qui dépendent d'un élément central, un serveur ou autre chose, tout à fait, c'est très bien. Et ici, vous avez un petit schéma où vous voyez que tout le monde dépend de ce nœud central. Un système décentralisé, ça vous dit quelque chose? Donc, vous avez ici un petit schéma où vous voyez que au lieu d'avoir un seul nœud central, ben, en fait, on peut avoir plusieurs nœuds. Donc, il y a une décomposition, on peut avoir différents serveurs centrales. Et on arrive au système distribué où, en fait, ici, on n'a pas de nœud central puisque tout le monde enfin, tous les nœuds sont interconnectés et en fait, on n'a pas une vision ou en tout cas, il n'y a pas une concentration quelque part. Et dans tous les cas, donc le système distribué, on a plusieurs composants, et ça, on l'a déjà dans le centralisé, le décentralisé et le distribué. Mais il y a deux informations qui sont importantes et sur lesquelles on va, là juste je les annonce, mais en fait on y reviendra et vous les comprendrez mieux. C'est que, alors c'est incertitude, là il y a un problème avec un T, bon je corrigerai plus tard. Donc il y a de l'incertitude du moment où, lorsqu'on est dans un système centralisé comme celui-ci, ce nœud central, ben, en fait, il est, si vous voulez, très puissant et c'est lui qui a toute la connaissance. Et si on a besoin de quelque chose, ben, en fait, on va vers le serveur et c'est lui qui rend le service. Ici, dans un système comme celui-ci, il y a de l'incertitude parce que quand on est à ce niveau-là, ben, on ne sait pas du tout ce qui se passe ici, on ne sait pas ce qui se passe là, et donc il y a aussi de l'information partielle. Et l'objectif, en tout cas le problème déjà, c'est que dans un système distribué, on a plusieurs composants, et il y a de l'incertitude puisqu'on n'est pas sûr de ce qui se passe et on a une information partielle. Et avec ces éléments-là, il faut quand même fonctionner correctement, il faut faire fonctionner le système. Donc voilà, c'est juste une projection sur ce qui devrait arriver plus tard. Alors maintenant, que dites-vous de choses comme le... Alors, pardon, je vais juste... Voilà. Est-ce que ça continue d'enregistrer ou pas? Non, ça continue d'enregistrer, très bien. Donc là, vous avez vous avez déjà entendu parler du High Performance Distributed Computing? Alors à l'intérieur de ce bloc, euh, tout à fait. Donc ici, on a des HPC, on a des machines à multiprocesseurs. Alors aujourd'hui, toutes nos machines sont multiprocesseurs. Alors il y a généralement, au moins, en tout cas sur les machines basiques, on a déjà 4 corps souvent. On a les multi-computer systems, donc on a plutôt que d'avoir des processeurs qui sont connectés, ben, ce sont des ordinateurs. Et puis là, vous avez les organisations dont on parlait tout à l'heure, le cluster et les grilles computing. On a aussi du cloud computing. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, vous savez plus ou moins ce que c'est. Et donc là, on a avec les trois composantes IaaS, PaaS et SaaS. Alors, il y a quelque chose qui apparaît beaucoup en ce moment, c'est le edge computing, et probablement je vais chercher un article qui parle de ça et je vais le partager avec vous.
Vous avez tout ce qui est Distributed Information System. Alors là, qui c'est qui peut me dire en quoi ça consiste? Là aussi, j'imagine que vous avez une idée sur ça. Bon, vous n'avez pas d'idée, alors, alors peut-être que vous réfléchissez-y ou regardez et peut-être la prochaine fois vous pouvez en dire davantage. En tout cas, c'est des choses qui touchent, ce sont des choses qui touchent de près ou de loin au système distribué. Donc, on a les systèmes pervasifs. Alors, vous connaissez les systèmes pervasifs? Quand je dis vous connaissez, c'est pas forcément en cours. En cours, je sais que vous connaissez pas, mais est-ce que vous non. Alors là, vous avez tout ce qui est en fait tous les systèmes ubiquitaires où on est tout le temps connecté, ben, avec vos réseaux sociaux généralement, surtout vous les jeunes, vous êtes tout le temps connectés. Tout ce qui est à travers les réseaux mobiles et aussi à travers les réseaux ou les réseaux de capteurs. Donc voilà, ça, on va revenir sur les systèmes pervasifs et on va y consacrer un petit moment. Donc voilà, en fait, ici, j'ai voulu mettre un certain nombre de termes qui sont un peu dans l'air du temps, on en parle beaucoup en ce moment, et qui ont un lien très, on va dire, très solide avec l'environnement des systèmes distribués. Et tout ça se base sur une distribution. Alors, pourquoi est-ce qu'on a sauté directement ici? Donc là, on va avoir l'introduction, sauf que mon introduction, je ne sais pas pourquoi c'est grisé, ben, c'est pas grave, il y a une petite erreur, c'est pas le bon slide. En tout cas, on va commencer par l'historique. Si vous regardez l'historique de l'informatique, ben, en fait, le premier mainframe, le premier gros ordinateur a été inventé, on va dire, vers les années 45. Et jusqu'aux années 80, ben, en fait, on a fonctionné avec des ordinateurs qui sont volumineux, des ordinateurs qui sont coûteux. Ensuite, on est passé à des mini-ordinateurs avec des coûts un peu plus faibles. Et les entreprises ben, se sont dotées de quelques ordinateurs qui étaient totalement indépendants, bien entendu, faute de pouvoir les connecter tout à fait au début. Donc c'est historique, probablement que vous connaissez déjà. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Et en fait, ce qui m'intéresse, en tout cas pour ce slide, c'est que dès les années 85, ben, il y a eu deux avancées technologiques qui ont changé les choses. C'est qu'on a été capable d'avoir une puissance de calcul beaucoup plus importante que celle qu'on avait avant. Et on a commencé à avoir du réseau et on a commencé à avoir du réseau. Et donc, du coup, avec les réseaux, bah, ici, la phrase faute de pouvoir les connecter, bah, commençait à, on va dire, à avoir une solution. Et dès le moment où on a eu ces deux avancées technologiques, bah, en fait, on a, pour l'évolution de la puissance de calcul, en fait, vous le savez, on est passé des microprocesseurs de 8 bits vers les 16 bits, vers les 32 bits, vers les 64 bits. Et puis, on est passé donc de machines à quelques millions de dollars qui exécutaient une instruction par seconde vers des machines qui coûtent près de 1000 dollars et qui exécutent 1 billion d'instructions par seconde. Et il y a cette on va dire, cette analogie que j'apprécie particulièrement qui donne une vision sur l'essor ou l'évolution qu'a connu l'informatique et essentiellement du point de vue matériel. Et on fait cette comparaison, en tout cas dans le livre Tannenbaum que j'ai partagé avec vous, vous allez trouver cette citation-là. En fait, Tannenbaum dit que si l'industrie automobile avait connu la même évolution que l'évolution informatique, en fait, aujourd'hui, on aurait pu acheter une Rolls-Royce à 1 dollar
et on aurait parcouru des billions de miles, donc pas mal de kilomètres avec on va dire avec moins de 4 litres d'essence. Et encore, cette remarque de Tannenbaum, elle date déjà d'une bonne dizaine, je pense, elle date de 2011. Donc probablement qu'aujourd'hui, si on fait cette comparaison, on peut pas, peut-être qu'on aurait acheté la Rolls-Royce même à moins d'1 dollar, ce qui fait rêver, j'imagine, plusieurs personnes. En tout cas, qui fait rêver les amateurs de voitures. Alors, on peut se poser la question ici, je parlais de 64 bits, alors pour les curieux d'entre vous, se poser la question, pourquoi on s'est arrêté à 64 bits? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé à 128 bits? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé à 256 bits et ainsi de suite? Ça serait peut-être une bonne question à se poser, à aller chercher les raisons pour ça. La cadence de cette évolution aujourd'hui est sur le point de s'arrêter. Pourquoi? Parce que tout simplement, à force de graver des composants électroniques de plus en plus fins, on est passé de grosse taille à petite taille, au micro et puis au nano. Et au final, l'industrie de la microélectronique, en fait, a fini par atteindre la taille de l'atome. Et donc, on ne peut pas aller plus loin et c'est en tout cas la limite. Alors en 2018, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, trois industriels, donc Intel, Samsung et TSMC, étaient les seuls à être capables de graver des composants d'une taille de 7 nanomètres. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je parle plus de 2020 que de 2021. Il y a deux qui sont capables de franchir les 5 nanomètres. Et si l'étape de 3 nanomètres semble pouvoir être atteignable, et donc vous avez bien vu comment je dis semble pouvoir être atteignable, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que personne n'ira au-delà et du coup, ça donne un frein à cette évolution de puissance de calcul. Et donc, à partir de là, la course à la miniaturisation s'achève et la fameuse loi de Moore, que vous connaissez clairement, atteint sa limite. Et si on veut une évolution de la puissance de calcul, en fait, il faut faire autre chose. On n'est plus capable de miniaturiser et d'avoir ou de doubler la puissance de calcul tous les 2 ans, comme le préconisait la loi de Moore. Alors, vous avez ici un graphique qui montre aussi cette évolution, donc des années 70 jusqu'à 2020, qui montre cette miniaturisation et qui montre aussi cette limite, puisque en fait là, c'est terminé. Ici, on est presque sur un plateau et on restera sur ce plateau-là. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va s'arrêter et qu'on ne sera plus capable d'avoir des systèmes avec une puissance de calcul plus grande? En fait, la réponse. Donc pourquoi on ne peut pas dépasser les 3 nanomètres? En fait, parce que c'est beaucoup trop petit. Déjà 3 nanomètres, c'est petit et en fait, on n'est pas capable parce que déjà là, on arrive au niveau de l'atome. Alors, il y a d'autres solutions, mais on ne sera plus capable de graver des composants électroniques qui auraient une taille qui est inférieure à ceci. D'ailleurs, c'est pour ça que certains chercheurs ont commencé à parler de l'ordinateur. Alors, il ne s'appelle pas Atomic, comment il s'appelle l'ordinateur sur lequel travaille IBM? Bon, je retrouverai le mot, en tout cas, voilà, merci. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est le quantique. Tout à fait. Donc, en fait, c'est une limite physique. On ne sait pas aller au-delà. Et donc, on a commencé à réfléchir aux ordinateurs quantiques. Mais en même temps, on a commencé à penser à autre chose. Et c'est autre chose, ce sont les HPC.
et c'est aussi les systèmes distribués. Donc voilà pour répondre à la question de SAID. Mais ça serait intéressant peut-être d'aller regarder, d'aller lire. Il y a beaucoup de choses dans la littérature à propos de ça, ne serait-ce que pour une culture générale, de voir en fait pourquoi on a toutes ces limites et quelles sont les pistes possibles pour continuer à faire évoluer la puissance de calcul. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait deux éléments. Il y avait la puissance de calcul et il y avait aussi les réseaux de transmission. Donc, pour les réseaux de transmission, ben, en fait, on a commencé par les réseaux LAN qui connectent des centaines de machines et donc sur des zones des géographiques assez limitées. Ensuite, ben, on est passé les réseaux WAN qui permettent de connecter plus de machines et à des distances beaucoup plus grandes. Et donc, le fait de pouvoir avoir ces réseaux de communication, bah, ça permet de connecter différentes machines. Et de cette manière, bah, en fait, on met en commun des puissances de calcul qui sont isolées sur chaque machine, mais on peut les mettre en commun pour pouvoir travailler ensemble et avoir plus de puissance. Alors l'évolution dans le monde des réseaux aussi, bah, vous la connaissez, vous êtes en train de suivre un cours sur les réseaux, donc probablement vous parlerez de tout ça. Donc on a les réseaux point à point, on a les segments, vous avez le réseau des réseaux et ainsi de suite. Donc il y a toute une évolution au niveau réseau. Et j'ai fait ici un petit slide qui montre un peu ce qu'on a. Donc bah, pas uniquement ce qui est nouveau, mais en tout cas ce qu'on a eu ces dernières années. Alors bien sûr, on a eu l'Internet avec la DSL, puis avec la fibre optique, on a eu le Wi-Fi, aujourd'hui on a un peu de Wi-Fi un peu partout. On a ces réseaux cellulaires avec l'évolution de la 3G, la 4G et la 5G qui fait son entrée de plus en plus. Et puis, on a aussi l'utilisation des satellites pour des connexions Internet à haut débit. On a de plus en plus de réseaux de basse puissance, comme LoRa, comme le NB-IoT, qui sont des réseaux très utilisés avec les réseaux de capteurs pour l'Internet des objets. Tout à l'heure, on avait parlé des sensors networks qui sont aussi une forme de système distribué. Et donc, souvent, ce type de système, en fait, ils utilisent les réseaux basse puissance pour pouvoir se connecter. Alors, Monsieur Bain est beaucoup plus spécialisé de ces choses-là que moi, il en aurait parlé certainement mieux que moi. Mais bon, en tout cas, il y a ici tout un ensemble de réseaux de transmission qui sont à notre disposition pour pouvoir faire des systèmes distribués. Alors maintenant, ici, voilà ce qu'on avait et la question, c'est l'évolution. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais on disait qu'on était arrivé à la limite de ce qui est possible de faire physiquement et donc comment ça peut évoluer. Et là, j'ai regardé des articles que vous pouvez bien entendu consulter puisque vous avez ici les liens. Et ce qu'il y a, c'est que en 2020 déjà, ben, ce qu'on nous dit, c'est que chaque année, de nouveaux challenges sont là, de nouveaux besoins sont là. On n'arrête pas de parler aujourd'hui de big data, tout le monde le sait, vous le savez, j'en suis certaine. On n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle, on n'arrête pas de parler d'Internet des objets, d'informatique décisionnelle et cette fois de l'informatique décisionnelle avec beaucoup de données en entrée. Et du coup, pour tous ces éléments-là, que ce soit le big data, l'intelligence artificielle qui se base essentiellement sur l'analyse des données, sur les IoT qui aussi, donc les capteurs transmettent de l'information, l'informatique décisionnelle qui se base aussi sur l'information. Donc tout ça fait émerger un challenge, ou le challenge numéro un, qui en fait montre qu'on a besoin de traiter de plus en plus de données
Et la question, c'est traiter les données, traiter beaucoup de données, ben, en fait, ça demande un temps. Est-ce qu'on va avoir plus de latence? Et donc ici, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements dans ce contexte-là, en tout cas pour essayer de répondre à ce défi-là. Et on parle aussi beaucoup aujourd'hui du edge computing. Alors, on n'en parlera pas beaucoup dans ce cours parce qu'il y a déjà beaucoup de concepts, mais je vous invite vraiment à aller regarder ce que c'est que ce edge computing qui est une, on va dire, une particularité du cloud computing. Pour faire court, c'est du cloud computing, mais en fait, on va dire local, entre guillemets. Alors, je passe directement au challenge numéro 3. J'ai pris les challenges qui nous intéressent dans le contexte de ce cours, mais si vous voulez voir la liste des challenges, ben, vous pouvez aller consulter le document. Donc ici, c'est la décomplexification des systèmes informatiques. Et donc l'idée, c'est d'utiliser les technologies de pointe pour accroître le nombre de digital users. Alors qu'est-ce que c'est qu'un digital user? Ben, en fait, c'est tous les périphériques qu'on peut connecter aujourd'hui, comme nos smartphones, comme nos tablettes. C'est toutes les infrastructures qui sont pilotées par des API et d'autres, qui gèrent ou génèrent pardon, une grande quantité d'informations qui est quasiment impossible à gérer manuellement. Et on a en fait ces applications, si vous voulez, des machine learning qui regroupent toutes les technologies de machine learning, d'intelligence artificielle ou d'analytics, qui automatise l'identification des données, la résolution des problèmes informatiques courants et ainsi de suite. Et donc là, il faut trouver un moyen d'avoir des systèmes informatiques qui ne sont pas très complexes et qui permettent de gérer tous ces besoins récents ou en tout cas ces besoins continus de l'informatique. Donc en fait, si je fais une synthèse de ce document-là, ben, en fait, on a une innovation qui est constante depuis plusieurs années et du coup, ben, les entreprises repensent leur système informatique en mettant au centre des éléments clés comme la décomplexification, la conformité, l'optimisation. On veut avoir des traitements, mais dans un temps très court. Les données périphériques et transitoires, pouvoir les récupérer sans compromis ni de performance ni de sécurité. Et le problème de sécurité, là encore, si vous suivez un peu ce qui se passe en ce moment, on a vu qu'avec cette pandémie du Covid, il y a quelque chose qui a explosé, c'est la cybercriminalité. On a vu même des hôpitaux qui ont été attaqués, à qui on demande des rançons et qui n'ont pas payé les rançons et qui sont carrément complètement bloqués. Donc c'est vraiment des problèmes en fait, qui sont là, qu'il faut aussi traiter. Alors, en 2021, il y a un autre document qui m'a intéressée et donc qui disent que le sprint se transforme en marathon avec l'accélération de la transformation numérique. J'ai trouvé, je trouvais parlant en fait cette métaphore avec le sprint et le marathon. Alors, on l'a bien vu, c'est ce qu'on est en train de faire. On n'a pas l'habitude de faire des cours à distance. Normalement, on fait nos cours dans la même salle. Ben aujourd'hui, en fait, c'est le travail à distance qui s'installe de plus en plus et qui s'installe même à long terme. Il y a pas mal d'études aujourd'hui qui sortent pour dire, ben, en fait, on ne reviendra pas à un enseignement classique où tout se fait en ligne, en présentiel. On ne reviendra pas à un travail qui se fait complètement sur site. Donc, il y aura probablement quelque chose d'hybride entre toutes ces choses-là. Mais dire que si en tout cas une partie, au moins une partie du travail, de l'enseignement, des réunions continue à se faire à distance, ben, ça veut dire qu'il y a une importance de la collaboration numérique qui va nécessiter en fait de l'invention, qui va nécessiter de la créativité, ben, en fait, pour avoir des outils qui permettent de faire ce type de choses. Et donc, il y a une priorité, en tout cas, le Forrester prévoit une priorité de la modernisation des applications et de la migration vers le cloud.
bah, toujours qui nécessitent de nouveaux outils, de nouvelles architectures, de nouveaux modèles d'architecture, de nouvelles technologies et ainsi de suite. Le dernier point ou l'avant-dernier point qui est préconisé, ben, c'est qu'en fait, on va de plus en plus utiliser des technologies pour le réseautage à faible puissance, donc par exemple les satellites en orbite basse, pour avoir des connexions à longue distance. Donc voilà plus ou moins ce qui est préconisé et avec tout ce qu'on a vécu cette année-là, on imagine bien l'intérêt pour les appareils portables, pour les capteurs qui permettent d'assister ou d'aider en tout cas dans le domaine de la santé, le domaine de la santé à domicile plus particulièrement. Alors, tout ça, bah, en fait, ça dessine un peu l'évolution, ça dessine un peu ce qui se passe ou ce qui se passerait euh, plus tard. Et donc, on a besoin de bureaux qui soient des bureaux intelligents ou des salles de cours intelligentes. Dans notre cas. Il y a l'omniprésence des machines connectées. Tout à l'heure, on parlait des systèmes pervasifs. Mais en fait, tout ça, l'omniprésence des machines connectées, tout ça, c'est justement de la pervasité. Et on utilisera beaucoup de données de localisation euh, pour pouvoir localiser, pour pouvoir faire des collectes, pour pouvoir faire des enregistrements de choses comme ça. Et bien entendu, les développeurs vont de plus en plus utiliser le machine learning pour automatiser, par exemple, ici on prend l'exemple des tests, pour rendre l'automatisation des tests plus intelligente. On a de plus en plus besoin de traiter les langages naturels. Aujourd'hui, par exemple, on traite beaucoup, par exemple, l'analyse des sentiments pour les réseaux sociaux. Ben, pour pouvoir faire ça, ben, il faudra traiter le langage naturel, éliminer les doublons, faire de la préparation et ainsi de suite. Donc voilà, et tout ça, quel est le point commun? Ben, le point commun de tout ceci, c'est qu'on a besoin de composants qui soient connectés par un réseau qui va permettre de faire des échanges, qui va permettre de faire de la collaboration et ainsi de suite. Et puis de manière formelle, ben, c'est un peu l'objectif des systèmes distribués, c'est de pouvoir connecter un ensemble de composants pour pouvoir collaborer dans un but commun. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Alors, sinon, une petite synthèse. Il y a des besoins personnels où on veut avoir, alors là, on parle de génération Y, de génération Z, bientôt, on parle de la génération alpha qui ne va pas tarder à venir. Tous les besoins au niveau professionnel, on a parlé de télétravail, de téléenseignement, l'accès à distance, le e-gov qui est là depuis déjà un petit moment, la banque. Mais en fait, je crois que même les personnes qui n'avaient pas l'habitude d'aller en tout cas de faire des transactions bancaires en ligne, le gouvernement, on a vu que même notre gouvernement a mis en place pas mal de services pendant le Covid. On a vu pour la vaccination, justement, le site qui permet aux gens de s'inscrire. Donc, il y a énormément de choses qui se font pour ça. Et évidemment, tout ça demande de la collaboration et en tout cas des besoins qui doivent être réglés par une infrastructure sur laquelle on doit tourner. Et puis, bien sûr, on en parle depuis quelque temps, l'industrie 4.0, tout ce qui est données massives, Internet des objets et ainsi de suite. Tout ça, ce sont les besoins. Et je rebondis sur l'exemple du big data pour justement montrer on va dire ce qu'on peut faire pour cela. Alors, les big data, si on veut analyser alors déjà, c'est quoi les big data? Ben, en fait, c'est des données
Alors, peut-être que c'est pas moi qui vais dire c'est quoi les big data. Qui c'est qui peut me donner une, une, pas une définition, mais juste une vision sur ce terme big data? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot big data? Celui qui a envie de parler, il allume son micro et il nous dit, lui ou celle. Non, personne ne sait ce qui se cache derrière le concept du big data. Vous m'étonnez, c'est pas possible. Madame, je peux essayer. Oui, 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 Alors, Kautal, bien sûr, avec plaisir. pour Big Data, c'est un terme qui veut dire les données massives, c'est-à-dire avec tout ce développement de technologie, etc. Dans les entreprises, on a vraiment généré des tas de données, voire des données qui excèdent 1 million, je crois, le rang d'1 million. Et du coup, pour en générer de la valeur de ces données, ça a nécessité une manipulation spéciale pour, euh, pour en tirer de la valeur et d'où l'utilisation des méthodes, de nouvelles méthodes d'analyse et ce qu'on appelle maintenant le machine learning et tout ça. Très bien, Kautal. Donc là, Kautal, tu mets l'accent sur deux choses. Tu mets l'accent sur le volume. Donc tu dis qu'on génère énormément de données et et tu parles aussi de l'analyse. Alors généralement, effectivement, ces données, si on veut les traiter, ben, on veut les traiter tout simplement parce qu'on a envie d'en tirer une valeur. Alors, une valeur soit pour prendre une décision, ou pour comprendre un phénomène, ou pour prédire un phénomène. Et donc, effectivement, cet aspect analyse va nécessiter vous avez parlé du machine learning, en tout cas des méthodes qui peuvent s'apparenter au machine learning, mais pas uniquement. Et donc, cette analyse va demander ou va nécessiter une puissance de calcul. J'ai bien résumé ton idée, Kautal. Tu es d'accord? Parfait. Alors, est-ce que, à part le volume, est-ce qu'il y a autre chose est-ce qu'il y a autre chose que le volume? Le stockage, oui. Alors, en fait, le stockage n'est pas une caractéristique. On Madame, reviendra tout à l'heure sur le stockage. Madame, on peut dire, c'est comme les unstructured, les données, c'est des données non structurées. Et du coup, on ne peut pas les classifier. Donc, on peut dire qu'on a une grande variété voilà, variété de données, pas que la massivité. Tout à fait. Alors effectivement, en plus du volume, on a la variété. Alors la variété ben, signifie que je peux avoir des données qui sont structurées, je peux avoir des données qui ne sont pas structurées, je peux avoir du texte, je peux avoir de l'image, je peux avoir de la vidéo. Et donc, il faudrait être capable de traiter toutes ces choses-là et d'en tirer une valeur. C'est-à-dire l'idée tout à l'heure, quand vous avez parlé de beaucoup de données qui arrivent, on a besoin de les traiter pour en sortir une valeur qui va permettre de décider quelque chose. Et effectivement, il va falloir tirer une valeur de la vidéo, tirer une valeur de l'image, du texte, de base de données, de texte plat et ainsi de suite. Et effectivement, c'est la variété. Et là, je vois quelqu'un, alors c'est qui a mis, alors je l'ai vu passer, mais entre-temps, quelqu'un qui a parlé des V. Voilà, c'est Loubna. Alors effectivement, Loubna, donc généralement, on définit les données, pardon, le, les big data, pardon, par les V. Alors, à la base, c'était les 3 V. Et dans les 3 V, on avait le volume, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'on a une grosse quantité de données qui arrivent à grande vitesse. La vitesse, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui fait, si on avait uniquement un grand volume de données, ben, on prendrait tout le temps qu'il faut pour le traiter, on finira par avoir le résultat ou la valeur. Le problème, c'est qu'on va avoir un grand volume de données, mais qui arrive à une grande vitesse. Et donc, le volume, ou plutôt la vitesse à laquelle les données arrivent,
est beaucoup plus grande que la vitesse avec laquelle on peut traiter ces mêmes données avec les systèmes classiques, avec les systèmes classiques qu'on avait, avec les méthodes classiques. Et du coup, on a besoin de trouver des méthodes ou là, de trouver des moyens pour qu'on puisse avoir une bonne synchronisation entre l'arrivée des données, mais aussi leur traitement. Et bien sûr, il y a la variété qui complique un peu les choses, puisqu'il va falloir traiter différents médias, comme je disais tout à l'heure, traiter le texte, traiter l'image, traiter la vidéo, traiter ce qui est structuré, ce qui ne l'est pas. Alors après, il y a la véracité et la valeur. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça parce que ça va nous prendre trop de temps. Notre cours n'est pas un cours de Big Data. C'était juste un exemple que j'ai voulu montrer. Et donc là, moi, les deux choses sur lesquelles je veux mettre le zoom ou la lumière, c'est le fait que j'ai un gros volume de données qui arrive à grande vitesse. Et donc, tout ceci doit être analysé. Et le problème, c'est que, comme je viens de le dire, si je prends un système classique, je ne serai pas capable parce que le temps que je traite, on va dire, X données, il y a un X à la puissance 10 qui sont arrivés et donc je vais avoir toujours un cumul et à un moment donné, le système va être complètement down. Et donc, effectivement, lorsqu'on parle de ça, on a deux problèmes. On a le problème du stockage. Effectivement, ces données qui arrivent, il faut bien les stocker quelque part. Et donc, les stocker en un seul endroit, c'est compliqué. Et donc, l'idée, c'est de les stocker sur des nœuds qui seraient plutôt interconnectés. Et aujourd'hui, on a tendance à utiliser justement des disques SSD. Alors, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails des disques SSD, mais en tout cas, c'est ce qui se fait, c'est ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, qui sont basés apparemment sur des cellules pour avoir un accès rapide, parce que l'idée ici, c'est la rapidité. Et le deuxième élément qui est important, ben, c'est en fait le traitement. Et on ne peut pas traiter sur un serveur unique, et donc on peut traiter par exemple sur des serveurs en cloud qui nous permettent de l'élasticité et de la stabilité. Alors l'élasticité, pour faire court, c'est le fait de dire on va me fournir une puissance en adéquation avec mes besoins. Si j'ai besoin d'une puissance de X, ben en fait, je la trouve et quand je vais passer à 2X, on va me la donner. Quand je vais passer à X sur 2, on va me le donner. Donc, en fait, j'aurai toujours la bonne quantité de puissance de calcul qu'il me faut. Et le deuxième élément, ben, en fait, c'est du parallélisme. Donc, en fait, c'est de pouvoir traiter de traiter en parallèle. Pourquoi? Ben, tout simplement pour arriver à diviser le temps de traitement, alors pour augmenter aussi bien la vitesse que l'efficacité des calculs. Et c'est ce qui a donné aussi lieu à tous ces processeurs multicœurs. Et aujourd'hui, on a, alors ici j'ai pris l'exemple du Intel Xeon qui aujourd'hui est une machine avec 15 cœurs, mais en fait, on a des machines avec beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ces 15 cœurs. Ce sont les HPC dont on parlait tout à l'heure, ou bien, donc, on peut faire du parallélisme soit avec ces machines multiprocesseurs, soit avec des systèmes distribués, puisque comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs composants et on peut lancer des traitements sur chaque composant. Et donc, en fait, on a, si vous voulez, deux catégories de traitements possibles. Un qu'on appelle le shared memory, c'est justement tout ce qui est processeur multicœur, et le distributed system ou là, le no shared memory, en fait, on n'a pas de partage de la mémoire, et c'est l'objet de notre cours, c'est plutôt les systèmes distribués que celui-ci, que les processeurs multicœurs. Mais on va quand même en parler. Donc voilà, on a les deux systèmes, le shared memory versus le distributed system. Alors, très rapidement, en fait, le distributed system, celui qui nous intéresse particulièrement, ben, en fait, c'est tout simplement de connecter des machines entre eux par un réseau. Alors, dans le schéma que j'ai ici, que j'ai pris de ce lien que vous avez là, ben, on propose de mettre 100 machines ou connecter 100 machines à travers un réseau.
L'avantage, c'est que on va avoir une scalabilité. Alors, j'ai vu tout à l'heure dans les comment dire, dans le chat, j'ai vu quelques-uns qui ont parlé justement de scalabilité. Et on a effectivement besoin d'avoir un passage à l'échelle. Et donc là, on a une scalabilité en termes de stockage, en termes de traitement, comme on l'a vu dans le slide d'avant. Il nous faut avoir des endroits pour stocker et il nous faut avoir des endroits pour faire du traitement. Alors, quand on a ça, vous voyez bien qu'on peut faire du parallélisme puisqu'on peut traiter des choses ici pendant qu'on traite d'autres choses à ce niveau-là. Et donc là, ce qu'on nous dit, ben, si j'ai 4 térabytes, pour pouvoir ici les traiter, ben, en fait, je peux, ou là, juste les charger déjà, ben, il suffit de les splitter. Donc, je divise ceci en plusieurs morceaux. Chaque morceau, ben, en fait, je vais le mettre quelque part. Et donc, voilà, on me dit que ça va me prendre 3 minutes pour charger toutes ces données, ces 4 térabytes au niveau de ce système distribué. Alors, cette idée de diviser, c'est quelque chose qui est très importante et vous avez certainement là encore entendu parler, ne serait-ce que du nom, peut-être pas les détails, c'est tout ce qui est MapReduce. Est-ce que le MapReduce vous parle? Que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Non? Vous avez vu avec monsieur Lelege le MPI? Oui, bah, en fait, c'est exactement la même logique. C'est quoi le MPI? En fait, c'est vous avez un traitement et puis que vous pouvez paralléliser sur différents processeurs, sur différents. Alors, il y a le OpenMP et le MPI. Alors, le MPI, c'est plus pour le distributed system et l'OpenMP, c'est pour le shared memory. Et donc, c'est exactement ça l'idée, c'est que ici, on divise la quantité de données pour pouvoir stocker à ce niveau-là. Donc, en fait, on commence par diviser un traitement en plusieurs bouts de traitement. Et c'est ce que vous avez vu avec M. Lelch, n'est-ce pas? Pour MPI. Oui, tout à fait. Alors, et évidemment, l'avantage aussi, c'est que on a ici, dans les distributed systems, on peut utiliser en fait on parle de matériel basique, c'est-à-dire tout à fait, c'est exactement ça, Youssef, c'est basé sur le divisé pour une, exactement. Et donc ici, on pourrait utiliser du matériel pas cher pour pouvoir faire ce système à un coût, si vous voulez, raisonnable. Le deuxième solution, c'est tout ce qui est shared memory. Donc ici, en fait, vous voyez bien qu'on a plusieurs processeurs, que ces processeurs sont, on va dire, fortement connectés et ils se partagent la mémoire, alors que tout à l'heure, on a vu que chaque machine avait sa propre mémoire. Et donc ici, on parle de mémoire partagée dans le sens où tous les processeurs qui sont là, ben, en fait, se partagent la même mémoire. Et du coup, pour pouvoir télécharger le même bloc de données, les 4 térabytes, ben en fait, ça nous prendrait, d'après la référence que j'ai mentionnée tout à l'heure, ben ça prendrait plutôt 3 heures. Donc là, en fait, dans ce type de système, vous avez un partage simultané de la mémoire. Et en fait, ça a aussi ses avantages parce que ça veut dire qu'on n'aura pas des copies. Ici, dans l'exemple de tout à l'heure, ici, si on a besoin d'une information au niveau de cette machine et au niveau de cette machine, ben, en fait, on est obligé d'en faire une copie et puis de faire après la gestion des copies. Ici, ben, en fait, on évite de faire les copies, on a moins de copies, donc du coup, on peut espérer avoir une meilleure performance. Et en fait, les processeurs qui vont se partager les mêmes données, ça facilite aussi la programmation et la communication est beaucoup plus rapide. Si je prends ici un exemple où je vais supposer que j'ai une matrice, plutôt que j'ai deux matrices, je vais multiplier deux matrices.
Donc, multiplier deux matrices, je vais prendre une matrice 4, 4 pour faire simple. Donc, je vais avoir pour calculer le produit, je dois multiplier les éléments de la première ligne avec les éléments de la première colonne de la deuxième matrice. Je vais devoir multiplier les éléments de la première ligne avec les éléments de la deuxième colonne et ainsi de suite. Et donc, ce que je peux faire, c'est que j'envoie à cette machine le fait de me calculer le produit de la première ligne avec la première colonne, une deuxième machine, la première ligne avec la deuxième colonne, et puis la deuxième ligne avec la première colonne, et ainsi de suite. Et vous voyez que pour pouvoir faire ça, en fait, cette première ligne, elle est utilisée à plusieurs endroits, donc il va falloir que j'en fasse la copie sur chacune des machines. Alors que si je veux faire la même chose avec cette structure-là, en fait, là, je vais avoir mes machines pardon, mes lignes et mes colonnes, je n'ai pas besoin de les copier. Et donc le calcul va être beaucoup plus simple. Et en plus, on aura effectivement le temps de communication qui est beaucoup plus rapide quand on est dans des shared memory parce qu'en fait, les données sont partagées via un bus qui est rapide par rapport au réseau dans l'autre cas. Donc, après, au niveau du shared memory, on utilise bien sûr des caches. Alors là, en fait, ce que vous voyez ici en vert, en fait, qui se voit très mal, ce sont des caches du niveau L1 et là, des caches au niveau L2. Je pense que ça aussi, c'est des choses que vous avez vues avec M. Lelge, n'est-ce pas? Les niveaux de cache? Oui, très bien. Donc, effectivement, j'en dirai pas beaucoup. Alors après, bon, ici, le problème par rapport à cette histoire de chargement de ces 4 terabytes, c'est que la vitesse est insuffisante de transmission des données en entrée vers les cœurs pour leur traitement, parce qu'en fait, on ne fait pas le split dont on parlait tout à l'heure. Et cette architecture, elle est peu évolutive, et alors que dans l'autre, elle est beaucoup plus évolutive. Et là, vous avez juste un petit zoom sur tout ce qui est cache. C'est des choses que vous avez vues. En fait, c'est juste pour voir la vitesse, que plus on s'approche du processeur, plus la vitesse, plus en fait c'est rapide, mais en même temps plus c'est réduit en taille. Donc, en fait, le shared memory, les points forts et les points faibles, donc une communication efficace entre process et à faible coût, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, le temps d'accès est dégradé. On a vu tout à l'heure que pour le téléchargement du 4 terabytes, ça prenait énormément plus de temps que dans le cas d'un système distribué. Et donc là, on peut aussi avoir d'autres ralentissements parce que plusieurs process peuvent avoir envie d'accéder à la même zone au niveau de la mémoire. Et donc, on sera obligé de mettre des verrous, des choses comme ça pour pouvoir assurer la bonne cohérence de tout ça. Et donc, ça peut donner un ralentissement au niveau de la performance. Alors, au niveau des caches, on risque, si on ne fait pas attention, puisqu'on a plusieurs processeurs, comme on a vu tout à l'heure, chaque processeur a son propre cache, donc au moins les caches de premier niveau. Et donc, les processeurs qui ont des caches individuelles, on peut tout à fait imaginer qu'à un moment donné, je vais avoir deux processeurs qui veulent mettre en cache une même donnée, chacun la modifie séparément, et à partir de là, en fait, si on ne fait pas attention, en fait, ça peut conduire à une corruption de ces données lorsque ces données seront réécrites au niveau de la mémoire. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Et puis, il y a bien entendu, il en découle qu'on a besoin d'algorithmes ou de protocoles pour la cohérence des caches. Et ça, je suppose que vous les avez vus avec M. Lesch. Donc, les conséquences de tout ça, c'est qu'on a une convergence de l'évolution technologique et du besoin utilisateur.
Et la conséquence, ben, en fait, c'est qu'on a besoin de systèmes informatiques avec une plus grande puissance de calcul, donc avec de plus en plus de machines connectées par un réseau. Et c'est une première définition, si je peux dire ça comme ça, de ce que c'est qu'un système distribué et donc qui fait l'objet de ce cours. Alors, je passe à travers ça à une classification. Alors, je vais passer très rapidement parce qu'au fil des années, je sais maintenant que c'est quelque chose que vous voyez par ailleurs dans d'autres cours, je pense avec M. Lalèche notamment, où vous avez cette classification des différentes machines en SIS, en SIM, en MIS et en MIB. N'est-ce pas? Vous connaissez ça, vous l'avez déjà vu avec M. Lalèche au moins, si vous ne l'avez pas vu avec quelqu'un d'autre. C'est le cas? Oui, donc on me dit oui, très bien. Donc ce qui nous intéresse nous particulièrement, ben, en fait, c'est cette dernière catégorie où on a soit des machines multiprocesseurs ou des systèmes multiprocesseurs qui soient faiblement ou fortement couplés. Ben, quand c'est fortement couplé, c'est les shared memory, et quand c'est du faiblement couplé, ben, ce sont soit les systèmes, sont les systèmes distribués. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est les systèmes distribués ou les systèmes répartis qui sont dans la catégorie des MIM. Et on arrive à cette définition. Donc, comment peut-on définir un système distribué? Alors, vous avez Leslie Lamport qui a fait beaucoup pour les systèmes distribués. Il a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'algorithmes en tout cas beaucoup de solutions qu'il a traitées. Il a par exemple proposé des solutions pour régler le problème du temps dans les systèmes distribués, pour des choses dans l'exclusion mutuelle. Et en tout cas, il a beaucoup travaillé dans cet environnement-là et il a beaucoup apporté. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Lamport? Ben, en fait, Lamport dit tout simplement qu'un système. J'ai vraiment un problème avec ma machine parce que j'ai des malwares qui, à chaque fois. Je crois que je vais. Attendez, je vais quitter complètement. Espérons que. Voilà. Donc, j'ai ici, Lamport dit qu'un système distribué, c'est un système dans lequel il y a plusieurs machines, dont la vôtre. Ces machines sont bien sûr connectées entre eux par un réseau, et votre machine dépend des autres. Et donc, lorsqu'il y a un problème dans une machine, ben, ça peut tout simplement impacter la vôtre. Alors, un exemple simple, là, on est en train de faire un cours. S'il y a 2 ou 3 d'entre vous qui ont un problème de machine, ben, ça va nous impacter, pas parce qu'on ne pourra pas nous continuer en mode dégradé, on peut toujours continuer nous à faire notre cours sans eux, mais après il faudra penser à faire soit un enregistrement pour que lorsqu'ils reviennent, ben, en fait ils peuvent se mettre au même niveau, ou alors on va s'arrêter jusqu'à ce qu'ils reviennent. Mais en tout cas, il y a un impact des machines qui peuvent avoir un problème. Et en fait, Lamport avait aussi une autre définition que je trouve pas mal, qui dit qu'en fait, un système distribué, c'est un système dans lequel une machine dont vous ignorez l'existence, en fait, détériore le fonctionnement du système de manière complète. Et donc, cette notion d'une machine dont on ignore l'existence peut impacter le bon fonctionnement, et quelque chose que je trouve d'assez fort comme notion. Alors, maintenant, si on regarde les définitions, ben en fait, dans la littérature, vous allez trouver un nombre incroyable de définitions des systèmes distribués, et chaque définition, alors on ne peut pas dire que ce sont des définitions qui n'ont rien à voir avec les unes avec les autres, c'est pas vrai, mais tout simplement, chaque définition, ou là, chaque auteur de définition, il veut faire en fait de la lumière sur un concept ou là, sur une facette bien particulière. Alors ici, j'en ai choisi, c'était avec Monsieur Bah, il y a quelques années, on a décidé de choisir quelques définitions. Et donc on en a choisi ces 4, mais sincèrement, on aurait pu en choisir une bonne vingtaine.
Alors, que nous disent ces quatre? Alors, la première, c'est celle de l'emporte, il me semble. C'est un ensemble de nœuds connectés par un réseau et qui apparaît comme si c'était un système unique et cohérent. Donc ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est du point de vue utilisateur, un système distribué se comporte comme un système traditionnel. Par système traditionnel, entendez un système centralisé qui s'exécute sur des multiples unités indépendantes. La troisième définition, c'est des systèmes de machines qui sont reliés par un réseau qui communiquent et coordonnent leur action par message. Et la quatrième définition, c'est un ensemble fini de sites interconnectés par un réseau de communication, pas de mémoire commune et pas d'horloge physique partagée par deux processeurs ou plus. Donc là, une fois que j'ai lu les quatre définitions, je veux en fait qu'on commence un petit exercice. C'est toujours plus facile de le faire en présentiel, mais bon, quand on s'entraîne et on va y arriver. L'idée, c'est, ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est que vous me remontiez, vous remontez les mots-clés ou les facettes qui vous semblent intéressantes chaque définition. Et moi, je vous écoute et je note. Alors, vous pouvez allumer vos micros. Vous pouvez allumer vos micros si vous le souhaitez, enfin pas si vous le souhaitez, vous allumez vos micros pour me dire ce que vous pensez. Alors, il y a Youssef déjà qui écrit quelque chose. Nœud, réseau, système. Donc là, c'est-à-dire nœud, réseau, système. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pouvez mettre ça dans une phrase, Youssef? Youssef? Tu peux allumer ton micro, je pense que ce serait plus simple. Oui, madame. Oui, je t'écoute. J'ai voulu dire que ce sont un ensemble de nœuds qui sont interconnectés entre eux par un réseau, euh, comme un système qui est rigide, c'est-à-dire qui est unique. Vous voulez dire, alors, ce que vous voulez mettre l'accent sur le fait que c'est un ensemble de nœuds, yek, que ces nœuds sont reliés par un réseau, c'est ça? Oui. D'accord? Et Et, qui apparaissent comme un système unique. oui, madame. Alors, derrière la notion de nœud et connecté par un réseau, c'est un peu cette image que vous avez en haut, c'est-à-dire qu'on a plusieurs nœuds qui peuvent en fait travailler ensemble. Donc, les nœuds qui sont là vont pouvoir faire un travail, vont pouvoir collaborer puisqu'ils peuvent communiquer. C'est ça l'idée du nœud et du réseau. Et l'idée du système unique, ça vous inspire quoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir ça comme un système unique? Ou alors quel est l'élément que l'auteur de cette définition a voulu mettre en lumière à travers à travers le mot qui apparaît comme système unique? Euh, il n'est pas centralisé parce que juste il apparaît. Donc Youssef, tu écris centralisé, oui? Je veux dire comme un seul corps, madame. C'est ça, on veut le voir, c'est pas le cas, mais on veut le voir comme un seul corps. Mais derrière le fait qu'on ait envie de le voir comme ça, qu'est-ce que ça inspire? Qu'est-ce que ça vous, quel est l'intérêt, si je peux dire ça comme ça? Quel est l'intérêt de le voir comme un système unique et non pas de le voir comme un système qui n'est pas unique? Ou là, comme un système qui est centralisé? Madame, je pense qu'on a besoin d'une autorité, euh, d'une autorité qui contrôle
scène connectée. Mhm. Et le système qui apparaît comme système unique, pour vous, c'est le contrôle? Oui, je pense que c'est ça. En fait, on a vraiment besoin du contrôle. Alors, le contrôle, ça peut être une entité unique, comme ça peut être un contrôle qui est lui-même distribué. Mais derrière le système unique, c'est en fait une facilité de gestion, plutôt. Et- oui, madame, il y a une dépendance. C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, je ne me soucie pas du tout qu'il y ait plusieurs. C'est-à-dire que je travaille avec mon système comme si je travaille avec un système centralisé. Et donc, en fait, la notion qu'on veut mettre ici, c'est la notion de transparence. J'espère que je vais arriver à l'écrire. C'est en fait le fait que on a que l'utilisateur euh, a une transparence par rapport bon, je vais m'arrêter là. Il a une transparence par rapport au système qu'il est en train d'utiliser. C'est-à-dire que pour lui, il a une machine, il a en fait, on va dire, un écran ou sa machine sur laquelle il travaille, mais il ne voit pas du tout les autres machines. Exactement comme maintenant, moi je travaille sur ma machine. On est en train de travailler avec un système puisque nous sommes tous connectés, chacun est connecté avec sa propre machine. Mais en fait, en ce qui me concerne, je peux tout à fait imaginer que en fait, ce cours tourne uniquement sur ma machine. Et j'ai une transparence complète. En fait, si, comme je disais tout à l'heure, si l'un d'entre vous a un problème avec sa machine et que ça s'arrête, ou là avec son réseau et que ça s'arrête, moi, je peux continuer à donner mon cours comme si de rien n'était. C'est-à-dire que ça n'affecte pas directement mon fonctionnement à moi, mais ça donne un fonctionnement qu'on appelle en mode dégradé, parce que globalement, ça ne fonctionne pas comme on souhaite que ça fonctionne, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse avoir accès au cours et que tout le monde puisse suivre le cours. Alors, il y a des choses sur le chat, donc ça c'est pour la cohérence, donc les composants sont interdépendants, le temps de communication est tellement petit. J'ai pas compris. Qui c'est qui a dit que le temps de communication est tellement. Nour, Nour, donc tu parles du temps de communication tellement petit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas très bien compris. Madame, bonjour madame. Bonjour. En fait, partant du fait que les nœuds sont interconnectés entre eux, Mhm. ça veut dire qu'il y aurait une, euh, une communication entre ces nœuds-là. Oui. Et Mais donc, pourquoi vous parlez de petit? dans- euh, pour qu'on a l'idée qu'un système il est unique. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok. C'est-à-dire que, en fait, pour vous, le fait qu'il apparaisse comme un système unique, c'est-à-dire qu'il faut que le temps de communication doit être très réduit. Ok. Oui, exactement. D'accord. Ok. Bah, effectivement, vous avez raison, mais on verra que ce serait pas, c'est pas toujours le cas. Mais effectivement, dans cette transparence, on verra ce qui se cache derrière la transparence. Parmi les éléments qui se cachent derrière la transparence, on le verra beaucoup plus tard, il y aura cet élément-là. Donc, gardez-le en tête et on y reviendra. Alors, si je prends la deuxième définition, qu'est-ce qu'on a comme info, quelle est la lumière est faite sur quoi? Alors, qui veut bien prendre la parole? Alors, du point de vue utilisateur, le système réparti se comporte comme un système traditionnel. Euh, ce début de phrase, il n'est pas, qu'est-ce qu'il vous inspire?
Allez, réveillez-vous un petit peu. Madame, c'est comme qu'il n'y a pas de parallélisme. C'est comme quand on utilise un seul ordinateur, un seul système, qui n'est pas réparti ou bien distribué. C'est effectivement comme, c'est-à-dire ça rejoint, c'est bien là, c'est-à-dire que ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il apparaît comme un système unique. Donc en fait, cette idée de transparence, tout à fait. Donc quand on dit qu'il se comporte comme un système traditionnel, c'est-à-dire que les utilisateurs ont l'impression qu'ils travaillent sur un système unique ou qu'ils travaillent sur un système centralisé. Donc en fait, toute la partie distribution est cachée et c'est la transparence, mais qui s'exécute sur des multiples unités indépendantes. Donc ici, le fait de dire qu'il s'exécute sur des multiples unités, on n'a pas une information nouvelle par rapport à la première définition qui nous disait que c'est un ensemble de nœuds. Par contre, l'information qui est nouvelle ici, c'est en fait le fait qu'on parle de indépendance. Donc effectivement, les unités sont indépendantes. Et cette indépendance est très intéressante parce que ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un problème sur une unité, ben en fait, ça n'impacte pas beaucoup ou ça impacterait le moins possible les autres qui peuvent continuer à fonctionner normalement. Donc cette indépendance est quelque chose de très important lorsqu'on parle des systèmes distribués. Alors, par la troisième définition, est-ce qu'il y a un élément nouveau qui est, ou alors, pas est-ce qu'il y a un élément nouveau, il y a un élément nouveau. Quel est l'élément nouveau qui est donné par la troisième définition? Il y a de la communication, ok, oui, la communication, mais c'est pas vraiment nouveau parce qu'on parlait tout à l'heure de réseau, donc on voyait bien qu'il y avait une communication. Très bien. En fait, la nouvelle information, c'est ça, c'est que en fait, cette communication, elle se fait uniquement par voie de message et cette coordination, elle se fait uniquement par voie de message. Autrement dit, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire que lorsque on veut, si je reprends l'exemple du produit des deux matrices, lorsque je veux qu'une machine me calcule un élément de la matrice produit, les éléments de la ligne et les éléments de la colonne, je ne vais pas les écrire quelque part et cette machine va aller les lire. En fait, non, je vais les lui envoyer par message et la machine qui a fait le calcul me retourne le résultat par message. Donc, la base de la coordination et la base de la communication, elle se fait par message parce que justement, je n'ai pas de mémoire commune. Rappelez-vous ce que je montrais tout à l'heure, on n'a pas de mémoire commune dans ce cas-là. Alors, maintenant, la dernière définition, qu'est-ce qu'elle met l'accent sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, effectivement, ça parle de la mémoire. Donc, j'ai ici, effectivement, l'absence de mémoire commune. Et j'ai aussi l'absence d'horloge commune. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, et c'est la raison pour laquelle on a un problème de temps. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé de ça. J'avais dit que dans un système distribué, il y a un problème de temps, et puis j'avais dit même que Lamport avait proposé des solutions. On a aussi en fait, on a un problème, le fait qu'on n'ait pas d'horloge commune, on a un problème de temps. Alors, en fait, on n'a pas d'horloge physique partagée, et du coup, on a un problème au niveau du temps. C'est-à-dire que maintenant, si on s'amusait à dire quelle heure il est à la seconde près, j'imagine qu'on va avoir quelques décalages entre nous. Et du coup, ici, chaque machine étant une entité indépendante, rappelez-vous de ce qui était écrit ici plus haut, le fait que ce soit indépendant, chaque machine a sa propre horloge. Et donc, quand on va dire
qu'il est 10 heures, bah, il sera peut-être 10 heures chez les uns, il sera 10 heures 2 chez les autres, il sera 9h58 chez d'autres. Et du coup, ça peut poser un problème si en fait on n'est pas d'accord sur le temps. Ça peut causer un problème sur tout ce qui est analyse et traitement par la suite. Alors, je ne sais pas comment vous faites parce que là, si je bouge, tout va s'effacer. Si vous voulez, vous prenez ce slide en photo ou pas. Mais dites-moi, parce que dès que je vais passer au slide suivant, bah, tout ce qu'on a griffonné ici va partir. C'est bon, je passe. J'enlève les annotations pour passer. Parfait. Donc, voilà. Et donc, les mots-clés qu'on ressort, c'est ce qu'on a essayé de discuter ensemble, c'est qu'en fait, on a des ressources qui sont indépendantes, qui sont en réseau, qui sont amenées à collaborer. On n'a pas de mémoire commune, on n'a pas d'horloge commune. Toutes les communications se font par message et les utilisateurs pensent traiter avec un système centralisé, donc c'est l'idée de la transparence. Et du coup, voici la définition que nous proposons pour ce cours. C'est qu'un système distribué, c'est un système qui se compose de multiples ressources. Ces ressources sont autonomes et sont indépendants de différents types. Ici, on met en évidence l'aspect d'hétérogénéité. Effectivement, on peut avoir des smartphones, on peut avoir des ordinateurs, on peut avoir différents types de machines. Ces ressources ne se partagent ni mémoire ni horloge et collaborent grâce à une communication par message. Et du point de vue utilisateur, ce système devrait être vu comme un système centralisé. Donc là, en fait, on a concocté une définition, notre propre définition, dans laquelle on a voulu mettre en évidence toutes les choses qui nous intéressent dans le cours que nous sommes en train d'avoir ensemble. Et donc, la manière d'établir cette collaboration, vous avez mis que ici le mot collaborer, je l'ai mis en gras. La manière d'établir les collaborations est vraiment le cœur du développement des systèmes distribués. C'est-à-dire que les systèmes distribués ne sont là que dans un objectif de collaboration. C'est-à-dire on ne va pas mettre les machines les unes avec les autres juste pour les mettre les unes avec les autres. Elles sont autonomes, elles sont indépendantes. On va pas les mettre. Si on les met, c'est parce que toutes ces machines, on les met ensemble parce qu'on veut atteindre un objectif. Et cet objectif-là, c'est de la collaboration. Par exemple, je reprends toujours l'exemple du produit de matrice. Je peux tout à fait dire que mon objectif ou ma collaboration consiste à calculer le produit des deux matrices. C'est une forme de collaboration. Comment je fais maintenant, algorithmiquement parlant, comment je fais pour faire tourner un tel programme sur mon système, comment je fais pour communiquer, toutes ces choses-là sont très importantes. Et donc, en fait, dans ce cours, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de l'introduction, en fait, on regarde les concepts de base, les modèles, les architectures, les types de communication et ainsi de suite. C'est ce qui nous intéresse dans le cadre de ce cours. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Mais si vous n'en avez pas, on passe à la suite. Si vous en avez à ce niveau-là, évidemment, on peut en discuter et c'est même plus intéressant de discuter. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que votre vision aujourd'hui, maintenant, à travers cette définition, est-ce que la vision sur ce que c'est qu'un système distribué vous semble claire? Ok, Samia, donc pour vous c'est clair, c'est très bien. Ça marche. Je vais supposer que c'est clair et je continue. Alors maintenant, donc on passe à un autre niveau ou un autre élément, c'est en fait le niveau de la distribution. Donc qu'est-ce qu'on peut distribuer? Alors on a vu là que notre système distribué, c'est des machines qui sont connectées.
Après, on va un peu plus loin pour voir qu'est-ce qu'on peut, à travers ces systèmes tels qu'on les a vus, qu'est-ce qu'on peut distribuer. Alors en fait, on peut distribuer beaucoup de choses. On peut distribuer une imprimante, on peut distribuer un télescope, on peut distribuer en tout cas des outils physiques. On peut aussi distribuer des données, des bases de données, des fichiers, des vidéos, des audios. Tout à l'heure, on parlait des big data et donc là, on a toutes ces choses-là. Mais on peut aussi distribuer des algorithmes pour pouvoir alors distribuer l'algorithme de multiplication de la matrice, des deux matrices que je prenais tout à l'heure comme exemple. Alors, des exemples de systèmes distribués. Alors, il y a un exemple que probablement vous connaissez, que vous avez probablement même déjà utilisé. Ben, en fait, c'est celui de la gestion de trafic. En fait, on a des technologies de localisation telles que le GPS qui nous permettent en fait de nous aiguiller sur notre chemin quand on veut chercher à aller quelque part et qu'on ne connaît pas la route. Ce sont des services cartographiques qui sont basés des services comme on va dire Google Maps ou la Google Earth ou la MapQuest, il y en a Waze ou autre. Et donc là, en fait, on a ici un exemple de gestion de trafic qui se fait de manière complètement distribuée. Et si vous connaissez un peu, et je suis sûre que vous connaissez Waze, vous savez qu'en fait Waze se base sur le GPS, mais aussi sur le crowdsourcing, c'est-à-dire que les utilisateurs de Waze peuvent introduire des choses comme il y a un accident ici, il y a un problème là, la route est bloquée là, et donc toutes ces choses-là sont partagées pour pouvoir fonctionner ensemble. Alors évidemment, le premier exemple le plus simple, le plus évident, c'est le web en fait. Le web, c'est un système distribué avec une bonne performance et un partage de ressources incroyablement grand. Vous avez en fait un autre exemple que j'ai trouvé hyper intéressant. D'ailleurs, vous pouvez même l'utiliser si vous le souhaitez. En fait, vous avez alors sur le site itelescope.net, vous pouvez tout simplement utiliser un télescope. Alors, il y a 4 ou 5 télescopes, je crois, sur la planète. Il me semble que celui qu'on peut utiliser gratuitement, c'est celui qui se trouve, alors je ne sais plus si c'est au Brésil ou au Mexique, quelque chose dans ce sens. Et vous pouvez tout à fait, en fait, bien sûr, vous connecter et puis réserver le télescope de telle heure à telle heure et dire un peu quelle est la zone que vous voulez, à laquelle vous voulez accéder. Et vous pouvez complètement prendre des photos si vous le souhaitez, que vous allez récupérer par la suite. C'est pas mal en tout cas comme service. Et là, on a en fait un outil physique, c'est du matériel, on a un télescope physiquement qui est quelque part. Et à travers justement cette application-là, à travers ce site-là, vous pouvez le commander, vous pouvez vraiment orienter votre télescope pour qu'il pointe sur une partie que vous avez envie de visualiser. Alors là, par exemple, dans le schéma que vous avez ici, voilà, en fait, il y a ce que la personne qui utilisait voulait voir, c'est ça. Et là, vous avez en fait des photos. Ce que vous avez ici en bas des ronds, ce sont des photos. D'ailleurs, il y a de très très belles photos si vous rentrez sur le site pour voir. Alors, maintenant, par rapport aux données, on peut aussi distribuer les données. Alors, quand on distribue des données, alors déjà dans un système centralisé, en fait, on a des données qui sont gérées par un système de gestion de fichiers. Vous avez vu ça dans les systèmes d'exploitation. Et là, dans le cas des systèmes distribués, ben c'est pareil, on peut avoir plusieurs devices de stockage sur différentes machines. Et pour gérer ça, ben en fait, on a besoin de systèmes de gestion de fichiers distribués. Ici, dans mon exemple, j'ai le NFS, mais on a aussi le GFS pour Google, on a l'HDFS pour tout ce qui est Big Data. Donc là, le HDFS, c'est le système de gestion de fichiers proposé dans la chaîne ou le framework Hadoop. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres.
Alors, vous avez aussi l'exemple de la distribution de données, mais cette fois, pas uniquement des fichiers, mais des bases de données distribuées. Et donc là, en l'occurrence, vous avez par exemple ici une base de données qui est distribuée avec ici une partie des données, ici une autre partie des données, et on peut demander une transaction qui va s'exécuter en partie sur en tout cas sur cette partie de la base, et l'autre partie de la transaction va s'exécuter à ce niveau-là. Donc, il est tout à fait possible de faire ce type de choses, et on a, exactement comme on a des systèmes de gestion de fichiers distribués, ben, en fait, on a des SGBD distribués qui permettent de faire ça. Et il y a un cours de base de données distribuée en S5. Alors, pas pour tout le monde, mais pour IQL et pour TI. Donc, il y a un cours assez détaillé qui présente justement les bases de données distribuées. Alors, on arrive au dernier niveau de distribution. Tout à l'heure, on a le matériel. Alors, j'ai présenté l'exemple du GPS et l'exemple du télescope. Pour les données, j'ai présenté l'exemple des bases de données des fichiers. Et maintenant, ben, en fait, on arrive au dernier niveau de distribution, c'est-à-dire les algorithmes. Et donc, l'enjeu d'un algorithme distribué, ben, en fait, c'est à l'image du produit des deux matrices, c'est d'être capable de paralléliser ou de distribuer un traitement enfin, classiquement, on fait de manière séquentielle. Et évidemment, quand on fait ça, il faut avoir les bonnes décompositions, il faut être capable de faire les décompositions qu'il faut, et pouvoir faire le parallélisme de telle manière que tout le reste, ou en tout cas l'ensemble des choses soit cohérent, et que le résultat final de l'algorithme soit équivalent au fait qu'on l'ait exécuté de manière séquentielle. Quand je reprends l'exemple du produit de deux matrices, il faut que je sois capable d'écrire un algorithme qui fasse le produit de deux matrices de manière distribuée, et de telle façon que le résultat final soit exactement le même que si je l'avais fait de manière classique sur un système centralisé avec un algorithme séquentiel. Donc les exemples, il y en a des tonnes, j'en ai pris ici quelques-uns. J'ai pris le produit de deux matrices que je traîne depuis le début de la séance. On a aussi des problèmes d'exclusion mutuelle. Alors l'exclusion mutuelle, c'est quelque chose que vous avez déjà vu en centralisé. Alors la question, c'est comment résoudre le problème d'exclusion mutuelle lorsque en fait on est dans un système distribué. Autrement dit, l'idée, c'est que je peux avoir une section critique. J'ai plusieurs process qui veulent accéder à cette section critique. Alors, comment faire pour allouer la section critique? Comment faire pour, pardon, je vais juste, comment faire pour bloquer, pas pour bloquer, bloquer, c'était par rapport à mon téléphone. Comment répondre à ces demandes d'accès à la section critique de manière distribuée. Alors, dans un cas classique centralisé, comment est-ce qu'on fait? En fait, on a des demandes qui arrivent, on a une file d'attente. À chaque fois qu'une demande arrive, ben, on la met dans la file d'attente. Et lorsque la section critique est libre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend la demande la plus ancienne, c'est-à-dire celle qui est en tête de la file, et c'est celle qui va utiliser la section critique. Lorsque cette demande aura terminé et va quitter la section critique, ben, on va regarder encore en tête de file qu'est-ce qu'on a, et ainsi de suite. Lorsqu'on a un système distribué, on aimerait bien faire la même chose, sauf que on n'a pas une file d'attente centralisée. La file d'attente elle-même pourrait être distribuée. Par rapport au comment on va interclasser. Il faut interclasser les demandes de telle manière qu'on puisse donner la section critique à la demande la plus ancienne. Alors, il y a tout un ensemble de solutions qui sont en tout cas, ce problème d'exclusion mutuelle en distribué a fait vraiment couler beaucoup d'encre, et il y a pas mal d'articles qui sont publiés dans ce sens-là. L'autre problème qui est très intéressant et qui est un problème, on va dire, clé dans les systèmes distribués, c'est le problème du consensus.
D'ailleurs, le problème de l'exclusion mutuelle lui-même peut en fait se résumer en un problème de consensus. Alors, c'est quoi le problème de consensus? Ben, c'est en fait tout simplement les process qui sont en train de collaborer pour quelque chose et qui doivent s'accorder sur une valeur ou là, sur une décision qui est proposée. Alors, par exemple, par rapport à l'exclusion mutuelle, le consensus, ça serait quoi? C'est qu'en fait, les processeurs ou là, les processus qui demandent à entrer en section critique, tous vont se mettre d'accord sur qui va avoir la section critique à l'instant T. Et donc, c'est un consensus qui est pris. Et le problème, donc, il y a beaucoup de problèmes qui cachent derrière l'idée du consensus. Alors, un exemple pour évoquer ce problème, en tout cas l'idée du consensus, c'est l'importance du consensus à travers un exemple qu'on reprend beaucoup en système distribué. Alors, tout à l'heure, on parlait des militaires, ben là, on est en plein avec les militaires. Donc, en fait, on suppose qu'on a deux généraux qui ne se trouvent pas dans le même lieu et qui veulent synchroniser l'heure à laquelle ils doivent attaquer un endroit bien particulier. Alors, l'idée, c'est que le général 1, il va envoyer une personne vers le deuxième général pour en fait l'avertir que lui, il propose d'attaquer à telle heure enfin tel jour à telle heure. Le problème, c'est que le messager, on n'est pas sûr que le messager va arriver. Donc, le messager peut être assassiné pendant son trajet. Et donc, du coup, le général 2, il n'aura jamais l'information que G1 souhaite attaquer tel jour à telle heure. Donc, pour pouvoir être sûr, pour que G1 puisse être sûr que G2 est bien au courant, il faut que G2 envoie aussi un messager qui dise oui, ok, je suis au courant que tu veux attaquer tel jour à telle heure. Et donc, en fait, l'idée, c'est que G2 peut envoyer un messager avec un acquittement. Le problème, c'est comment G2 peut savoir que G1 a reçu l'acquittement. Et donc, est-ce que c'est G1 qui va encore envoyer l'acquittement que oui, j'ai reçu ton acquittement et en fait, si on continue comme ça, on continue à l'infini et puis il n'y a pas vraiment de solution. C'est un problème, on va dire classique, qui peut être sans solution. Alors, si on applique le système des généraux vers notre système distribué, ben en fait, les généraux seraient les nœuds, ce sont les machines. Les messagers seront les messages. Le trajet non sécurisé, ben, ce serait le réseau qui est non fiable. Et un des problèmes qu'on rencontre souvent en système centralisé, ben, en fait, c'est la panne des nœuds ou la défaillance, donc la panne ou la défaillance de quelques nœuds. Donc, comment s'assurer qu'on va avoir un traitement cohérent, même si des nœuds sont en panne. Et donc, deux nœuds, ici dans l'idée du consensus, ici, le général 1 et le général 2 devaient convenir de l'heure à laquelle ils veulent attaquer. Et ici, dans les systèmes distribués, en fait, deux nœuds doivent convenir d'une valeur. Par exemple, les nœuds doivent convenir de l'identité du process qui va entrer en section critique. Si je reprends l'exemple de la section critique. Et donc, le problème du consensus, là encore, il y a énormément de choses qui ont été publiées dans ce sens-là. Et si vous voulez, il y a pas mal d'algorithmes distribués qui vont régler, en tout cas, des problèmes particuliers dans ce sens-là. Alors, je vais terminer par ce slide. Donc, le problème de consensus, c'est qu'un algorithme vérifie que les nœuds actifs prennent part à la décision.
Et donc là, il y a bien le mot actif, mais derrière, comment savoir qu'un nœud est actif ou pas actif? Les nœuds actifs adoptent la même décision et la décision porte sur les valeurs proposées. Alors, ici, j'ai un exemple. En fait, on veut savoir est-ce qu'on va servir le thé ou le café. On va pas servir les deux. Il faut qu'on serve soit le thé, soit le café. Et ce qu'on peut faire, bah, c'est qu'on demande à l'assistance, est-ce que vous voulez du thé ou du café? Bah, chacun dira ce qu'il veut. Et au final, bah, en fait, on va compter comme si on fait des élections. Et ici, il se trouve que trois ont demandé le café. Et donc, tout le monde va avoir du café. Et la valeur sur laquelle la décision a été prise, c'est le café. Et l'idée, c'est comment justement arriver à écrire un algorithme qui puisse faire tout ce travail, c'est-à-dire collecter, demander ce que chacun a envie de faire, compter et prendre la décision finale. Et c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans les bases de données distribuées avec les transactions. Vous savez bien que lorsqu'on fait une transaction, on a besoin que cette transaction soit elle s'exécute complètement, soit elle ne s'exécute pas du tout. Et donc, on a le problème de l'atomicité et du commit. Alors, quand on est en présence de plusieurs comme je l'ai montré tout à l'heure, où j'avais une transaction qui s'exécute sur deux sites, alors est-ce qu'on va committer ou est-ce qu'on ne va pas committer? Tout dépend de ce que va chacun dire. Et généralement, alors tout à l'heure, quand on parlait des définitions, je ne sais plus qui avait dit qu'on avait besoin d'une entité de contrôle. Alors ici, en l'occurrence, une solution, c'est de pouvoir avoir un coordonnateur qui va contrôler comment les choses vont se passer. Et c'est une solution, on va dire, centralisée, on va dire centralisée like, si on peut utiliser ce terme-là. Et donc la semaine prochaine, on verra un exemple de comment justement élire un coordonnateur. Donc voilà, il est midi, on va s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à aller voir le contenu de Moodle si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais lancer un forum sur Moodle dans lequel j'aimerais qu'on discute la notion de ce que j'avais donné tout à fait au départ, la différence entre un système monolithique, un système centralisé, décentralisé, distribué. Donc, je vous invite à aller explorer un peu des documents sur le web et à faire part de votre en tout cas, vision de la chose. Et si vous donnez une réponse que vous avez trouvée quelque part, donnez toujours votre référence, s'il vous plaît. N'oubliez pas de donner la référence quand vous présentez, quand vous dites par exemple que le décentralisé c'est ceci, le centralisé c'est cela et le distribué c'est ceci, vous donnez vos références. Si en fait vous avez travaillé sur plusieurs références et que vous avez fait une synthèse, c'est pareil. Donc juste vous donner les références sur lesquelles vous êtes appuyé pour donner ce résultat-là. Donc voilà, à mercredi prochain. Et puis bon, n'hésitez pas à me faire part. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques sur le déroulement, si ça va trop vite, si ça va trop lentement. En tout cas, s'il y a des choses, n'hésitez pas. On est encore à la première séance, c'est encore rattrapable. Donc, faites-moi part en tout cas, faites-moi des propositions, là, des choses qui pourraient améliorer le déroulement du cours. Donc voilà, au revoir, merci à vous et bon appétit et donc à mercredi.